Nous sommes en 2012 dans la petite ville paisible de Marianna, en Floride. Erin Kimmerly, anthropologue renommée de l'Université de la Floride, et son équipe viennent de commencer un travail crucial dans le cimetière de l'école Arthur G. Dozier School for Boys. Cette ancienne école de redressement pour jeunes délinquants a fermé ses portes 1 an plus tôt. Le vaste terrain sur lequel elle se trouve s'apprête à être vendu par l'État de Floride à un promoteur pour y construire un centre commercial. Mais avant ça, il est impératif évidemment que les restes des quelques élèves décédés pendant les 111 années d'ouverture de l'école, de maladies par exemple, soient identifiés et retournés à leur famille. Et c'est pour ce travail qu'Erin et son équipe ont été mandatés. Mais très vite, les chercheurs s'aperçoivent qu'il y a un problème majeur. Parce que ce qu'ils découvrent, c'est plus de 2 fois le nombre de corps supposés s'y trouver, et certains sont en dehors des limites du cimetière. Qui sont ces personnes? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Combien d'autres corps est-ce qu'il y a sur ce campus? Et puis surtout, qu'est-ce qui se passait vraiment dans cette école? Il n'y a malheureusement pas eu de procès dans cette affaire, mais c'est bel et bien une histoire de justice que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui. Je préfère vous prévenir que cette histoire, je la trouve particulièrement difficile parce qu'elle concerne des enfants. Moi, j'ai pleuré pendant toute la préparation de cette vidéo. Malgré tout, je pense que c'est essentiel de la raconter. Vous me connaissez, je vais pas rentrer dans les détails les plus sordides, mais il y a quand même des choses, malheureusement, que je peux pas ne pas raconter. Donc je vous mets juste là des trigger warnings. Et quand vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? L'école ouvre ses portes en 1900 sous le nom de Florida School for Boys. Elle sera aussi connue plus tard sous le nom que je vous ai donné dans l'introduction, à savoir la Arthur G. Dozier School for Boys, nom qu'elle prendra en 1967 en l'honneur d'un ancien superintendant de l'école. Au départ, ce qui motive la création de cette école, c'est plein de bonnes intentions. En gros, l'idée, c'est que l'État de Floride se dit, on a des jeunes délinquants mineurs, si on les met en prison avec des criminels adultes, ils risquent d'être entraînés comme ça sur le mauvais chemin entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'on créerait pas une école dans laquelle ces jeunes vont pouvoir recevoir une éducation physique, intellectuelle et morale? Ils vont aller à l'école, apprendre un métier et ils vont ressortir de là en étant de bons citoyens, et ça va permettre de les réhabiliter. Malgré tout, dès le départ, il y a quand même 2 énormes problèmes. Le premier, c'est que même si l'âge des enfants qui étaient envoyés dans cette école a varié, puisque on imagine bien sur 111 ans, ça n'a pas toujours été les mêmes tranches d'âge qui étaient acceptées. Suivant les périodes, les enfants pouvaient y être envoyés dès l'âge de 5 ans jusqu'à 20 ans. On peut légitimement se demander quel crime un enfant de 5 ans peut avoir commis pour mériter d'être envoyé dans une école de redressement judiciaire. Et c'est le deuxième gros problème, c'est que les crimes commis pour mériter d'être envoyés dans cette école n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des jeunes qui sont là pour meurtre, pour agressions diverses, dont sexuelles, que des gamins qui sont envoyés parce qu'ils ont séché l'école, fumé en cachette ou fugué de chez eux. Donc on a vraiment, à la fois en âge, ça a aucun sens de mettre des gens de 20 ans avec des gamins de 5 ans, et en même temps, les peines, elles sont complètement tellement large en fait que c'est pareil, on peut pas imaginer d'avoir un système éducatif qui s'adapte aussi bien à des jeunes adultes qui ont commis un meurtre qu'à des enfants de 8 ans qui ont juste séché l'école. Et puis parmi tous les élèves de cette école, il y en avait aussi qui avaient absolument rien fait. C'est le cas par exemple du jeune Willie Hines. À la fin des années 50, il avait seulement 13 ans quand il a été accusé d'avoir volé une voiture du voisinage. Pour pouvoir l'arrêter, la police à l'époque s'est basée sur le témoignage d'un de ses voisins qui a affirmé avoir vu Willie au volant de cette voiture. Il a donc été arrêté, il a été condamné, il a été envoyé dans cette école, mais bizarrement, Willie ne savait pas conduire. Donc comment a-t-il volé cette voiture? Mystère et boule de gomme. Même si on est sur un campus ouvert et que c'est vrai de l'extérieur, la Florida School for Boys, elle ressemble plus à une école qu'à une prison. Les élèves n'ont évidemment absolument pas le droit de sortir, ils y sont enfermés et la durée pendant laquelle ils restent dans cette école est en moyenne entre 9 et 12 mois suivant les cas, sachant que de toute façon dès qu'ils étaient majeurs, on les foutait à la porte, avec rien du tout. Merci, au revoir, tu dégages, démerde-toi. À l'époque où l'école ouvre ses portes, ça fait 35 ans que l'esclavage a été aboli aux États-Unis, et en théorie, sur le papier, tout le monde dans le pays
a les mêmes droits. Je dis en théorie parce que dans les faits, c'est absolument pas le cas. Le racisme est omniprésent dans tout le pays, mais particulièrement dans les États du sud des États-Unis, notamment la Floride où se situe l'école. Les États du sud des États-Unis, c'était des États qui étaient agricoles, il y avait beaucoup de champs de coton, c'est là qu'il y avait le plus d'esclaves, et donc même si les conditions des Afro-Américains à l'époque, elles sont franchement pas ouf, ou que ce soit dans le pays, clairement dans le sud, c'est pire que tout. Et d'ailleurs aujourd'hui encore, ça reste des États qui sont particulièrement racistes. Partout aux États-Unis, notamment dans le sud, on sépare les personnes noires des personnes blanches, c'est ce qu'on appelle la ségrégation, et il y a des lois qui sont votées dans les États du sud du pays pour empêcher les noirs d'avoir accès à leurs droits. Donc par exemple, en théorie, ils ont le droit de vote, mais dans la réalité des faits, pour pouvoir s'inscrire sur des listes électorales, déjà on les fait payer, alors que normalement c'est gratuit, et même s'ils peuvent payer, on va leur demander de passer différents tests, notamment des tests de lecture, et pour vous donner une idée, on pouvait leur demander de lire des textes dans une autre langue que l'anglais. Donc genre ils arrivaient, on leur disait lisez-moi ce texte, si vous y arrivez on vous inscrit, sauf qu'en fait le texte c'était en allemand, donc évidemment même les personnes qui savaient lire, si elles parlaient pas allemand, elles pouvaient absolument pas lire le texte, et ça justifiait le fait de ne pas les inscrire sur les listes électorales. Or, ne pas être inscrit sur les listes électorales, ça empêche de voter, ça je pense que vous le savez, mais ce sont aussi généralement dans les listes électorales qu'on va piocher les membres des jurys pour des procès, ce qui veut dire que dans la majorité des cas, quand une personne noire est accusée d'un crime, elle se retrouve jugée par un juge et un jury qui sont complètement composés de personnes blanches. Et donc évidemment, le fait que les Afro-Américains soient jugés par des personnes blanches, ça augmente le risque pour eux d'être reconnus coupables. Pourquoi je vous raconte tout ça? Quel est le rapport avec la Florida School for Boys? Vous allez voir que c'est un aspect de l'histoire, ce contexte historique-là en réalité, il est hyper important dans l'histoire de la Florida School for Boys, à plusieurs égards, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Entre autres, sachez que parmi les corps qui ont été retrouvés dans le cimetière, il y a 3 fois plus d'enfants noirs que d'enfants blancs. Voilà, je vous ai donné un petit peu de contexte, on revient à notre école qui ouvre donc ses portes au tout début du XXe siècle, en l'année 1900. Et les problèmes vont commencer très très vite pour la Florida School for Boys, parce que seulement 3 ans après son ouverture, il va y avoir une première inspection, le but étant de voir un petit peu comment ça se passe, comment sont traités les élèves, comment sont les infrastructures, faire un petit bilan de ces 3 années d'ouverture. Mais le rapport de 1903, il glace le sang. Certains des enfants de l'école étaient enchaînés, privés de nourriture et de vêtements, loués parfois à d'autres personnes de la ville pour les faire travailler, et battus. Des inspections, il va y en avoir énormément au cours des 111 années d'ouverture de l'école, de manière très régulière, en moyenne tous les 2 ans, et tous les rapports, tous, font état des mêmes abus, encore et encore. Pourtant, malgré les très très nombreux signalements d'abus qui vont être faits au fil des ans, malgré les demandes répétées de l'État de Floride de changer ses conditions, l'école reste ouverte, continue ses abus et ne reçoit jamais la moindre sanction. Et c'est ce qui est hyper frustrant dans cette histoire, c'est que dès le début ça va pas, tout le monde le sait et personne fait rien pour protéger ses enfants, alors qu'il y a toujours eu, même si je vous disais l'âge des enfants a bougé, il y a quand même toujours eu des enfants de moins de 10 ans qui étaient envoyés dans cette école et qui subissaient ça, des jeunes adolescents. C'est horrible. Et il va falloir attendre 2011, ce qui est donc extrêmement récent, pour que l'école ferme enfin ses portes. Et figurez-vous qu'au début, c'était même pas prévu que l'école ferme. En fait, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été effectuées en parallèle, notamment une du département de justice qui était faite suite à des signalements d'abus, encore. Mais le plan de l'État de Floride, c'était absolument pas de fermer la Dozier School for Boys, c'était de la faire fusionner avec une autre école qui était située pas très loin, pour des raisons budgétaires. Le département de justice commence une grande enquête à partir de juillet 2010 et ils vont rendre leur rapport le 1er décembre 2011. C'est un rapport qui fait froid dans le dos et qui donne, je pense, une bonne idée de ce qu'ont subi les élèves pendant les 111 années d'ouverture de l'école. Je vais vous en lire un petit peu des passages de ce rapport, c'est pas les pires, je vous préviens. Si c'est trop, n'hésitez pas à avancer, je vais essayer de vous mettre le timecode quelque part quand ça se termine pour que vous puissiez sauter ce passage si vous le souhaitez. Bon, déjà, ce que dit ce rapport, c'est que les droits constitutionnels des enfants n'ont pas été respectés à l'école Dozier et que leur sécurité non plus n'était pas respectée. On peut notamment y lire. Le personnel utilisait une force excessive sur les jeunes, y compris des techniques de contention en position couchée, parfois dans des zones hors caméra qui n'étaient pas soumises à un examen administratif. Les jeunes étaient souvent disciplinés pour des infractions mineures,
par des utilisations inappropriées de l'isolement et des prolongations de confinement à des fins de punition et de contrôle. Les jeunes étaient soumis à des conditions d'insécurité et d'insalubrité dans les installations. À Dosier, le personnel soumettait les jeunes à des fouilles injustifiées, intrusives et excessives. Comme détaillé ci-dessous, les conditions que nous avons constatées ont entraîné des préjudices graves pour les jeunes. On apprend par exemple dans ce rapport que les élèves pouvaient être fouillés jusqu'à 10 fois par jour, tous les jours. Et côté insalubrité, et je rappelle que c'est le rapport de 2010-2011, eh bien les enquêteurs ont retrouvé des insectes et des rongeurs présents dans absolument tous les bâtiments de l'école. Ils ont retrouvé des insectes et des matières étrangères dans la nourriture qui était servie aux enfants, et des excréments de rongeurs dans les conserves qui étaient stockées dans la cuisine. Le rapport précise aussi que le personnel était absolument pas formé notamment sur toutes les questions de santé mentale et qu'ils étaient sous-payés, donc la plupart d'entre eux avaient un deuxième job à côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La conclusion du rapport d'enquête dit ceci: l'État a échoué à fournir les services de réhabilitation nécessaires et appropriés pour traiter les problèmes de dépendance, de santé mentale ou de comportement, ce qui constitue un obstacle à la capacité des jeunes de retourner dans la communauté et de ne pas récidiver. Et quand on voit que ça, c'est pour les années 2010-2011, imaginez un petit peu tout ce qu'on sait pas et tout ce qui a pu se passer dans cette école de l'horreur pendant toutes ces années d'ouverture. 111 ans, 111 années, avec des rapports tous les 2 ans qui disent la même chose, et il faut attendre celui-là pour que enfin l'école soit fermée. Vu les traitements horribles que subissaient les enfants, on peut se demander si à un moment donné, il n'y a pas des anciens élèves qui ont voulu attaquer l'école ou l'État de Floride en justice, et oui, c'est le cas. En 2008, il y a un groupe d'anciens élèves qui ont séjourné à la Florida School for Boys dans les années 50 et 60, qui se regroupent sous le nom de The White House Boys, donc les garçons de la Maison Blanche. Pourquoi ce nom? Parce que à l'époque, il y avait une petite maison blanche sur le campus, et c'était dans cette maison qu'on les emmenait pour être battus. Les abus qui sont décrits par les membres du groupe The White House Boys, ils sont absolument atroces. Ils sont multiples, ce sont des abus divers, y compris sexuels, de la part de membres du personnel, mais aussi d'autres élèves. Si vous tenez à savoir exactement quel type d'abus ces gens ont malheureusement subi, je vous mets plein de liens dans la description, je vous ai mis leur site au White House Boys, vous pouvez aller lire leurs témoignages. Il y a d'autres articles aussi de journaux qui ont été faits sur le sujet, mais je vous préviens, c'est très très difficile à lire. Ce qu'ils décrivent aussi, c'était des règles qui changeaient en permanence. Parfois, ça changeait d'un bâtiment à l'autre, puisque les élèves étaient regroupés dans des bâtiments différents, dans des dortoirs différents. Donc, d'un bâtiment à l'autre, ils pouvaient avoir des règles qui n'avaient rien à voir. Parfois, c'était même d'un surveillant à l'autre. Un truc qui passait avec l'un ne passait pas du tout avec l'autre et d'un coup méritait d'être frappé. Donc, si en théorie, il y avait un code de bonne conduite à suivre pour échapper à ces punitions corporelles, dans la réalité des faits, c'était quasiment impossible. Parce que, même en faisant rien parfois, ils se retrouvaient à être battus. Aujourd'hui, en 2024, le groupe des White House Boys y compte environ 400 hommes. La période des années 50-60, elle a été particulièrement violente visiblement au sein de l'école, avec des abus particulièrement horribles, et là encore ça s'explique par le contexte historique dont je vous parlais déjà tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, depuis la fin de l'esclavage, les Noirs américains ont en théorie les mêmes droits que tout le monde, mais absolument pas dans la pratique. Et c'est particulièrement vrai dans les États du Sud. Donc les années 50 et 60, elles vont être particulièrement marquées par la lutte du peuple afro-américain pour la reconnaissance de leurs droits, avec différents mouvements, plus ou moins violents, plus ou moins pacifistes suivant les mouvements, notamment celui, pour le coup pacifiste, porté par Martin Luther King Jr. Ces années de combat et de militantisme, elles vont permettre petit à petit d'arriver à la fin de la ségrégation et à des lois qui imposent que tout le monde ait réellement les mêmes droits. Il y a plusieurs lois qui ont été votées, qui sont passées en très grande partie grâce au président Johnson. Il y en a une en 64, une en 65 et une en 68. Donc ces années-là, les années 50, les années 60, aux États-Unis, elles sont marquées par de très nombreuses manifestations. Le climat dans le pays, il est globalement hyper tendu et c'est probablement ce contexte-là qui explique pourquoi à la Dosier School for Boys, les abus vont empirer à ce moment-là, en particulier envers les élèves noirs. Quand ils commencent à parler et que la parole commence à se libérer au sein du groupe des White House Boys, évidemment, le premier truc qu'ils veulent faire, c'est porter plainte, soit contre l'école, soit contre l'État. Malheureusement, ils vont vite s'apercevoir qu'en ce qui les concerne, le délai de prescription est dépassé.
Le dossier va quand même être étudié par un procureur de la Floride en 2010 qui va estimer qu'il ne peut pas y avoir de poursuite judiciaire dans le cas de cette école parce que, dit-il, eh bien, même si oui, il y a plein de rapports qui montrent qu'il y avait des abus effectivement dans cette école, on peut pas rattacher les abus spécifiquement à chaque victime. Donc en fait, chaque personne ne peut pas réellement prouver qu'elle a bien subi ces abus-là, donc ça peut pas marcher. Ce discours du procureur, il a probablement pas aidé les victimes à se manifester et à porter plainte, même celles dont le délai de prescription était pas passé. Et puis il y a autre chose qui, je pense, joue dans cette histoire. Je vous le disais, la Florida School for Boys, quand elle a ouvert ses portes, c'était dans l'idée de réhabiliter de jeunes délinquants pour éviter qu'ils ne deviennent des criminels. Sauf que vous vous en doutez, ça ne marche pas du tout, la plupart des élèves ressortent complètement traumatisés, beaucoup d'entre eux souffrent d'un stress post-traumatique, et donc il y a un taux de récidive qui est extrêmement élevé. La plupart des anciens élèves de la Florida School for Boys, en réalité, continuent à vivre une vie de crime et se retrouvent en prison à un moment donné dans leur vie. Or, quand on est ou qu'on a fait de la prison, clairement, ça nous met pas dans une super position pour pouvoir porter plainte, surtout dans un cas où on peut pas prouver directement qu'on a bien subi les abus qui ont été décrits par les différents rapports. Plus, il y a la question aussi des finances. À un moment donné, c'est compliqué pour des gens qui passent leur temps à entrer et sortir des prisons, d'avoir les moyens d'attaquer en justice en étant même pas sûr de pouvoir gagner. Donc tout ça a fait, je pense, qu'il y a pas eu plus d'actions que ça qui ont été entamées par les anciens élèves. Malgré tout, de leur côté, les White House Boys, même s'ils peuvent pas obtenir justice, ils veulent au moins des excuses, ils veulent que leur souffrance, elle soit reconnue. Et ça, l'État de Floride va leur refuser. Il faut savoir que le comté où se trouve l'école, il est surnommé aujourd'hui encore par les gens en Floride le KKK County, donc le comté du... L'État de Floride, au départ, le sort des anciens élèves de l'école, ils en ont absolument rien à foutre. Je vous l'ai dit, il y a des problèmes de budget, donc ce qui intéresse l'État, c'est vendre le terrain à un promoteur, et basta. Et tenez-vous bien, au départ, vider le cimetière, rendre les ossements des anciens élèves à leur famille ou à leurs descendants, c'était même pas prévu. Il a fallu que le neveu d'un ancien pensionnaire qui s'appelait Thomas Vernado, qui est décédé seulement 1 mois après son entrée à la Florida School for Boys en 1934, son neveu donc a demandé à récupérer les restes de son oncle pour pouvoir les enterrer dans le caveau familial. L'État de Floride au départ en a un peu rien à foutre et le neveu en question va attaquer en justice, il va saisir un juge pour demander l'arrêt de la vente. Et c'est ce que va faire le juge, il va bloquer la vente du terrain tant que le corps, les restes de Thomas Vernado n'ont pas été rendus à sa famille. Le problème ici, c'est que le cimetière, il est extrêmement mal documenté. Il y a des croix blanches, il y a des tombes, il y a des noms, mais on ne sait absolument pas où est enterré qui. Et c'est donc pour cette raison-là, au départ, que l'État de Floride va demander à Erin Kimmerly, l'anthropologue de l'Université de Floride du Sud, et son équipe, de venir fouiller ce cimetière. Le but au départ de cette intervention, c'est uniquement de retrouver les restes de Thomas Vernado. Et puis je vous l'ai dit en introduction très rapidement, l'équipe de chercheurs va se rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a beaucoup trop de corps enterrés dans ce cimetière par rapport à ce qui est répertorié, que certains de ces corps se retrouvent à l'extérieur du cimetière, et puis ils vont aussi passer un radar qui révèle la présence de restes humains enterrés à l'extérieur du cimetière. Et puis les chercheurs vont mener aussi une étude des sols qui va révéler que la terre a été remuée à différents endroits du campus, ce qui veut pas dire que ce sont des tombes, mais il y a de bonnes chances pour qu'au moins une partie soit des tombes. Et tout ça, ça laisse supposer qu'il y aurait un cimetière clandestin à côté du cimetière officiel, là où désormais a poussé une forêt. À ce moment-là, ce que veut faire l'équipe de chercheurs, c'est exhumer tous les corps, pouvoir conduire des analyses pour pouvoir les identifier, mais aussi comprendre, ou essayer de comprendre en tout cas, de quoi sont décédés ces anciens élèves. Mais ils vont être très rapidement bloqués dans leurs recherches parce que pour avoir le droit d'exhumer un corps, il faut l'autorisation de la famille, mais si on ne sait pas à qui appartiennent les restes humains qui sont enterrés, on ne peut pas demander à la famille, donc on ne peut pas les exhumer. Finalement, en 2013, sous la pression, le gouverneur de Floride va finir par autoriser les chercheurs à exhumer ces corps, à conduire leurs recherches aussi pour déterminer les causes des décès, et puis à tenter d'identifier les corps qui sont présents pour pouvoir les rendre à leur famille, à leurs descendants. Malheureusement, certains des anciens élèves sont enterrés là depuis plus d'1 siècle et ils n'ont pas tous de la famille encore en vie. Et donc malgré 4 ans de travail et des tests ADN, l'équipe d'Erin Kimmerly ne va réussir à identifier formellement que 7 victimes et obtenir des matchs possibles pour 14 autres.
Sur les 55 corps exhumés, ça fait donc seulement 21 victimes identifiées, dont 14 avec une marge d'erreur possible. L'équipe scientifique a quand même réussi à identifier des causes de certains décès. Ça leur a permis de constater, sans surprise, je pense qu'on avait compris, mais que l'école ne déclarait pas la totalité des morts survenus sur son campus, et notamment qu'elle ne déclarait pas les décès par balle, et les décès survenus suite à un traumatisme contendant, c'est-à-dire les élèves qui étaient battus à mort. En 2019, il y a une intervention de dépollution qui a eu lieu sur le site de l'école et qui a permis d'identifier 27 nouvelles tombes possibles. Aujourd'hui, les chercheurs ils estiment qu'il y a probablement plus de 100 corps enterrés sur la propriété de l'école. Malgré tout, les recherches ont cessé pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une bonne partie des tombes qui seraient sur un endroit où, je vous l'ai dit, se trouve aujourd'hui une forêt, ce qui rend très difficile le travail des chercheurs. L'autre chose, c'est que même si le radar indique des anomalies, en réalité, tout ce qu'il indique, c'est ça, ce sont des anomalies. Donc on n'est pas sûr en creusant qu'on va forcément trouver un corps. Ça pourrait être tout à fait autre chose qui est enterré. Donc ça demanderait beaucoup de temps pour aller creuser à chaque fois que le radar indique une anomalie, vérifier ce qu'il y a, etc., etc. Et ça, malheureusement, ça a un coût. Et aujourd'hui, il n'y a tout simplement pas le budget pour continuer ces recherches. Néanmoins, l'équipe de chercheurs de l'Université de Floride du Sud continue ses travaux d'identification. Ils font le maximum pour rendre leur identité aux corps qu'ils ont exhumés, notamment en utilisant un logiciel de reconnaissance faciale dans le but de pouvoir les rendre à leurs proches. De leur côté, les White House Boys, ils continuent leur combat pour obtenir justice. Ils sont de plus en plus nombreux à parler et ça commence à intéresser les médias qui publient un certain nombre d'articles sur le sujet et qui relaient leurs témoignages. Et il va falloir attendre 2016 pour qu'enfin la législature de Floride adopte une résolution officielle d'excuses aux victimes des abus de la Dozier School for Boys, ce qui est une façon de reconnaître les torts subis par les anciens élèves. Et suite à cette résolution, une cérémonie va être organisée en 2017 pour que l'État de Floride puisse présenter des excuses officielles aux victimes et à leurs familles. Et dans la foulée, ils vont installer 2 mémoriaux, un à Tallahassee, qui est la capitale de la Floride, et l'autre à Marianna, où se trouve la Dozier School for Boys, en souvenir des élèves victimes de cette horrible école. Des excuses, c'est toujours ça de prix, c'est une reconnaissance des abus subis et de la responsabilité de l'école et de l'État de Floride dans cette histoire. C'est déjà ça, mais il n'y a toujours pas de justice réelle qui a été rendue pour les victimes, qui continuent désespérément de demander réparation. Et ce n'est qu'en 2019 qu'on commence tout juste à parler éventuellement de les dédommager, ces victimes. Il y a une proposition de loi qui est faite en ce sens. Cette proposition n'aboutira pas. Et c'est que très récemment, en février 2024, qu'enfin la législature de Floride va approuver un fonds de compensation à hauteur de 20 millions de dollars pour les victimes de la Dozier School for Boys, tout en reconnaissant que de toute façon, il n'y a aucune somme d'argent qui pourra jamais les dédommager pour ce qu'elles ont enduré. Ce fonds de compensation, il a été voté à l'unanimité par la législature de Floride, mais pour que ça passe véritablement et que ce soit acté, il fallait encore que ce soit signé par le gouverneur de Floride, qui a pris vraiment beaucoup de temps pour le faire, mais ça y est, il a signé le 21 juin 2024. Ce fonds de compensation, c'est une bonne nouvelle en soi, mais il faut le relativiser un petit peu parce que déjà ça ne concerne que 400 personnes, pas uniquement des anciens élèves de Dozier, ça concerne aussi des victimes d'une autre école, et puis il s'adresse uniquement aux élèves qui ont été envoyés à l'école entre 1940 et 1975. Pour tous les autres, pour l'instant, il n'y a absolument rien qui a été annoncé, et ce malgré le terrible rapport du département de justice qui prouve qu'en 2011 encore, les élèves étaient victimes de terribles abus. On parle souvent du cas de l'école Dozier parce que c'est celle qui a été le plus médiatisée. Pendant très longtemps aussi, c'était l'école de ce type la plus grande de tout le pays, mais c'est loin d'être une exception aux États-Unis. D'ailleurs, l'enquête qui a permis la fermeture de l'école en 2011, en réalité c'était une double enquête qui était à la fois sur Dozier, mais aussi sur le Jackson Juvenile Offender Center. Les 2 établissements ont été pointés du doigt comme menaçant la sécurité et le bien-être des enfants, et le rapport indique qu'il y a très probablement beaucoup d'autres écoles qui ont des fonctionnements similaires à travers le pays. Cette histoire, elle est hyper importante parce qu'elle a permis à d'autres survivants d'écoles similaires de s'exprimer. Sachez qu'actuellement, là en 2024, il y a plusieurs affaires en cours de victimes qui attaquent leur ancienne école ou l'État pour des faits d'abus, de violence, de maltraitance. C'est le cas par exemple en Pennsylvanie, dans l'Illinois, le New Hampshire, le Maryland ou encore l'Ohio, pour ne citer que parce qu'en réalité il y a tellement d'affaires en cours que je peux pas toutes vous les citer.
Et c'est pour ça que c'est hyper important d'écouter les victimes d'abus, de leur permettre de s'exprimer en toute sécurité, mais aussi de leur montrer que d'un point de vue juridique, ça sert à quelque chose, il y a des conséquences. Parce que quand on fait ça, eh bien ça permet d'ouvrir la parole, ça permet à d'autres victimes d'abus de s'exprimer, en espérant qu'elles aussi, elles pourront obtenir justice. Sachez qu'il existe aujourd'hui encore 25 écoles de correction juvénile aux États-Unis et que plus de 75% des élèves qui y sont envoyés sont afro-américains. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous aura touché autant que moi, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo, vous verrez, mais beaucoup plus légère. À la semaine prochaine. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.